Donc l'enseignant est immergé, et il n'y a pas que l'enseignant, hein, le CPE va être immergé aussi dans la relation, mais lui, plus une relation éducative. Immergé, ça veut dire que la relation, elle n'est pas uniquement en acte dans l'instant. C'est-à-dire que la relation qu'on a à l'élève, elle dépasse les simples actes et les simples faits. Quand on rentre chez soi, qu'on est en tension avec un élève, on est encore d'une certaine manière en relation avec lui. En tout cas, on est en rapport avec lui. Il y a une question de rapport à l'élève qui continue à se jouer au-delà de la classe. Et on peut dire que pour un enseignant, lorsque la relation à sa classe va bien, il va bien en général. Et d'ailleurs, chaque enseignant appréhende telle ou telle classe suivant la qualité de relation au groupe qu'il peut avoir, ou à certains élèves qui peuvent être parfois des relations délicates. Et c'est vraiment une dimension qui est première, qui n'est pas forcément conscientisée. Donc tout le travail qu'il a fallu mener pendant toutes ces années de réflexion et de recherche, c'est d'essayer de mettre des mots simples sur quelque chose qui est complexe et qui oblige à forcément des phénomènes de réduction par rapport au réel. Parce qu'à partir du moment qu'on met des mots, on catégorise et on ne rend pas forcément qu'on s'éloigne du réel. Mais pourtant, ces mots aident à penser le réel. Donc les concepts que vous allez voir apparaître vont vous aider à conceptualiser cette idée qu'il y a une immersion et que cette immersion, elle a un caractère tout particulier qui est premier, c'est son asymétrie. Tout comme entre un parent et un enfant, il y a une asymétrie forte qui est liée à la taille, à l'âge, à l'expérience. Entre un enseignant et un élève, il y a une asymétrie encore plus grande du fait qu'on va dans un lieu qui est institutionnel, qui est l'école. Il y a des savoirs, des intentions qu'a l'enseignant qu'il n'explicite pas forcément. Et vous voyez tout un ensemble de critères. Le statut de l'enseignant lui confère un pouvoir, le pouvoir de décider. Je décide que tu vas sortir. L'élève est obligé d'obéir, etc. etc. Ensuite, quand il s'agit d'un enseignant ou d'une enseignante qui est âgée, il y a la maturité qui vient s'ajouter, l'expérience, le fait que l'enseignant incarne la connaissance. Et du coup, cette fonction instituante de l'école qu'incarne l'enseignant va s'exercer à travers notamment cette relation. Et puis l'enseignant est souvent quelqu'un qui a une estime de lui-même parce qu'il a le sentiment de détenir avoir un minimum d'expertise dans son domaine et qui n'a pas forcément le parent. Et rappelez-vous, dans une relation entre parents et enfants, l'enfant il est valorisé pour ce qu'il est, alors qu'à l'école, l'enfant il va être valorisé pour ce qu'il fait ou ce qu'il connaît. Donc le domaine de valorisation de l'estime de soi n'est pas le même. Et il y a du coup une grande asymétrie du fait que, en plus d'être un adulte, il a un savoir qui lui donne une autorité. Autre critère ici entre enseignant et élève que je vais vraiment développer demain, mais dont je peux parler quand même un peu déjà d'ores et déjà, c'est la question de la vulnérabilité. L'enfant, vulno, c'est la blessure. L'enfant est quelqu'un qui potentiellement peut être blessé, peut être affecté assez facilement dans une relation avec l'enseignant pour de multiples raisons, mais notamment par le fait qu'on se trouve en classe et qu'il y a des comparaisons et qu'il se retrouve face à un adulte, mais aussi dans un environnement où il est aussi, d'une certaine manière, en relation et face à ses camarades. L'enseignant a des intentions, il a une responsabilité, et il est souvent debout alors que les élèves sont assis. Il se déplace, il est plus grand, il a plus de force. C'est quelqu'un qui, donc, du coup, exerce une autorité physique par sa voix, l'énergie aussi qui l'anime. Vous avez des enseignants qui sont extrêmement puissants dans la manière dont ils exercent, ils parlent aux élèves. Des enseignants qui font peur aux élèves. Alors certains en abusent, d'autres essayent de réduire, de faire attention. Et les enfants ne le montrent pas. Une des premières choses qu'apprennent les enfants, c'est à ne pas montrer leur peur, parce que si on montre ses peurs, on est tout de suite. Il y a des signes qui montrent que ça nous affaiblit. J'en reparlerai un peu demain matin, parce que c'est un domaine de la vulnérabilité qui est extrêmement important. Donc cette relation, vous voyez, il y a un verbe très important qui est marqué dans le titre. Cette asymétrie, elle nous oblige en tant qu'adultes, et notamment en tant qu'enseignants. Elle nous oblige moralement. Et notamment, à partir du moment qu'elle nous oblige moralement et qu'on réfléchit, ça devient une réflexion éthique. L'éthique, c'est une réflexion sur la morale.
partir du moment qu'on réfléchit sur ce qui est bien ou pas bien de faire, elle nous oblige déontologiquement, c'est-à-dire qu'elle nous assigne des devoirs. On est obligé de donner, de faire attention à ce qu'elle élève. Donc cette notion d'asymétrie, elle nous oblige d'une certaine manière déjà à regarder le visage de l'autre. L'enfant, et le fait de regarder le visage de l'autre nous interpelle. Le philosophe Emmanuel Levinas nous parle de l'altérité à travers la considération du visage de l'autre. Elle s'exerce d'abord dans la rencontre entre les regards et dans les visages. Et vous avez des enseignants qui enseignent d'abord à des groupes avant d'enseigner à des individualités. Alors, il me semble que la classe est une somme d'individualités et que chaque enfant est différent. Et cette asymétrie, on voit tout de suite qu'il y a des enfants qui la vivent plus ou moins bien. Mais ça reste une contrainte et c'est d'une certaine manière une violence symbolique, cette asymétrie. La relation entre enseignant et élève, elle a été peu de fois modélisée. Il y a quelques chercheurs qui s'y sont essayés. Et à partir du moment où moi, il a fallu que je développe, j'ai essayé différents modèles. Vous vous rappelez peut-être du triangle pédagogique de Jean Housseil, qui, d'une certaine manière, était l'un des premiers chercheurs en sciences de l'éducation à travailler sur la relation pédagogique. Et je me suis rendu compte, au bout de un peu de temps de recherche quand même, que en fait, dans la relation, quand on la modélise, il y a une partie qui est visible et une partie qui n'est pas visible, une partie qui est manifeste et une partie qui ne l'est pas. Et la partie manifeste de la relation, c'est la communication. C'est la partie manifeste, ça veut dire c'est celle à travers laquelle on va pouvoir apprécier la relation. On va pouvoir la caractériser, éventuellement la juger si on est inspecteur. On va apprécier, évaluer la qualité de la relation, principalement à travers la qualité de la communication. Or, c'est ça qui est parfois paradoxal. Vous avez des enseignants qui ont une très bonne qualité de relation dans la manière dont ils conçoivent leur rapport avec les élèves, mais qui ne le transmettent pas forcément au niveau de la communication. Et ça, c'est valable aussi dans la vie privée. Le savoir communiquer, l'attention que l'on met à... alors, vous voyez, cette attention, elle est dans 3 dimensions. Le verbal, le non-verbal et le paraverbal. La dimension verbale sont les mots que l'on emploie. Et quand on dit la relation est asymétrique, elle nous oblige parce que quand on est enseignant, et d'une certaine manière quand on est éducateur au sens large, tous les mots que l'on prononce peuvent être retenus contre nous. Donc il faut savoir par exemple qu'à partir de la moyenne section, vous le savez, les enfants en moyenne section, ils répètent tout ce qui se dit en classe, et inversement, à la maison, à la maison, ils répètent tout ce qui se dit en classe, et en classe, ils répètent tout ce qui se dit à la maison, globalement. Ça se passe ça s'estompe un peu en grande section. Pour autant, un élève, quand il rentre le soir au collège ou au lycée, s'il y a quelque chose qui l'a marqué, il va dire le professeur d'histoire-géographie m'a dit que. Parce que si ça les a touchés émotionnellement, ils vont rapporter. Et donc les paroles que l'on prononce sont extrêmement devenues importantes parce que on sait maintenant qu'il y a des parents d'élèves qui se plaignent, etc., de plus en plus. Et du coup, la question du verbe, ça c'est un premier niveau d'analyse relativement importante pour l'élève, mais aussi pour soi. Et puis, il y a aussi une dimension de puissance. Le verbe, les mots que l'on choisit, si on les habite vraiment, si on est présent à ce que l'on dit, qu'on ralentit ou qu'on répète plusieurs fois ce que l'on dit, et qu'on introduit en plus des silences, il y a une densité qui s'installe. Et cette densité-là, elle est liée donc forcément aux mots, mais pas uniquement aux mots, à autre chose. Autre chose qui sont notamment les blancs que l'on convoque entre les mots. Donc tout ça se travaille. Se travaille en termes d'ancrage, comment je me positionne, et la voix. Donc la voix que je vais, VOX, qui va être la mienne, que je vais utiliser, va nourrir la voix que je vais dessiner dans la classe et dans l'instant avec les enfants. Donc il y a eu des modules dès les années 90 sur corps et voix. Alors je ne sais pas à l'INSPE de Polynésie s'il y a des modules. Il y a peu de modules qui ont cela, des modules corps et voix, mais c'est extrêmement puissant parce qu'un enseignant qui est bien ancré
qui utilise bien sa voix, les silences, les mots, et qui va pouvoir exercer une autorité très saine, mais beaucoup plus puissante que quelqu'un qui parle à toute vitesse et qui est toujours énervé. Et ça en perd énormément d'abord d'énergie. Et puis, on se fatigue, on perd de l'efficacité. Et voilà, il y a une déperdition considérable. Et on pourrait apprendre cela très vite si on a été formé, quoi, hein, et il y a très peu de jeunes enseignants ou d'enseignants qui arrivent vraiment à très bien maîtriser. J'ai essayé de faire des films pendant de nombreuses années, trouver des enseignants qui avaient vraiment un très haut niveau de maîtrise comme cela. J'en ai rencontré 2 dans mes 20 années, mais je n'ai pas vu non plus des milliers de classes, j'en ai vu quelques centaines. Et c'est très difficile de trouver des gens qui ont un très haut niveau de... J'ai trouvé un entraîneur de volley, quelqu'un qui était enseignant ASH et entraîneur de volley, qui était très très fort, et une très jeune enseignante qui débutait, qui avait déjà tout pour elle, quoi. Donc, ça en a été même émouvant à voir. Elle avait une sorte de don extraordinaire pour communiquer avec les enfants. Et elle avait tout cela naturellement. Sinon, ça s'apprend. Moi, j'ai appris. Je n'étais pas très doué pour la communication. Donc ça, l'aspect verbal. Donc vous comprenez bien qu'il y a des dimensions aussi dans la communication qui sont d'une autre nature. Et ça, c'est le non-verbal. Certains chercheurs considèrent qu'il y a le verbal et le non-verbal. D'autres disent qu'il y a la dimension non-verbale et en plus, il y a la dimension paraverbale, donc qui est parfois confondue en une. Le non-verbal, ce sont les mimiques, les gestes, les signes, la manière dont on se déplace avec son corps, les gestes que l'on fait. Tout ça, c'est le non-verbal. Et le paraverbal, c'est autre chose, c'est quelque chose qui a été d'ailleurs très bien évoqué ce matin dans la rencontre, l'entretien collectif que nous avons fait avec Inès et Johnny Biret. Et je ne me souviens plus de votre nom, excusez-moi. Et donc, dans les entretiens que nous avons conduits ce matin, ils ont tout de suite dit l'importance du ton sur lequel le ton qu'emploient les enseignants avec eux, hein, s'agissant des élèves de collège et de lycée notamment. Et donc cette dimension paraverbale, c'est le ton, mais ce n'est pas que le ton, c'est le volume et le débit de la voix aussi, hein. Et on va voir, les chercheurs de l'école de Palo Alto, dans les années 60-70, ont très bien identifié la dimension beaucoup plus signifiante du non-verbal et du paraverbal, notamment en situation éducative. Quand on est en éducation, en fait, quand on enseigne, on est constamment en évaluation. En fait, même là, je suis en train d'évaluer vos réactions par rapport à ce que je dis, et s'il y a du désintérêt, je vais vite accélérer, je vais passer à autre chose. Donc, il y a toujours, ce n'est pas une évaluation au sens strict du terme, mais une appréciation, et cette appréciation, elle va jouer de manière considérable, et donc dans une relation où il y a de l'appréciation réciproque, notamment de l'évaluation, le paraverbal est beaucoup plus signifiant, parce que il est porteur de sens, beaucoup plus que le verbal. En tout cas, ce n'est pas qu'il l'est plus quantitativement, mais sa valeur peut prendre le pas sur le verbal. Je vous donne un exemple. Quand un enseignant dit à un élève qui passe et puis il voit le travail qu'il a produit, il lui dit « Ouais, c'est bien ». On voit bien que c'est bien, mais ce n'est pas très bien, quoi. Il sent dans le ton, l'élève, que l'enseignant n'est pas complètement satisfait. Donc on voit bien que finalement, le ton prend le dessus sur les mots. Donc, alors je reviens à cette relation enseignant-élève parce qu'on a vu la partie manifeste et maintenant il y a la partie qui est cachée dans la relation, qui n'est pas manifeste, qui est tous les aspects cognitifs de l'activité intellectuelle de l'enseignant et mentale et morale, et puis celle de l'élève. Et l'enseignant, il arrive avec ses intentions, ses projets, ses objectifs, sa morale, il a plein de choses dans sa tête, mais l'élève aussi. Il essaye, avec tout ce qu'il a dans sa tête, d'essayer de réussir, et notamment, il essaye d'imaginer, l'élève qui veut réussir, il essaye d'imaginer ce que le prof attend de lui. Donc il est en empathie cognitive, souvent avec le professeur, qui lui n'est pas forcément en empathie cognitive avec lui, mais les élèves essayent de comprendre, mais qu'est-ce qu'il va nous donner au devoir? Donc il essaye d'imaginer ce qu'il pense. Donc ça, c'est l'empathie cognitive en haut. Et en bas, il y a une autre dimension qui, en fait, mon modèle devrait être tridimensionnel. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan émotionnel, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans la classe. Mais ce qu'on a découvert, moi, ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en auditionnant des chercheurs au conseil scientifique, c'est que la cognition et l'émotion sont extrêmement liées. Et les travaux sur la métacognition des dernières années, les années 2013-2014, là, ils ont établi un modèle selon lequel
en fait, un élève, quand il appréhende un sujet nouveau, il l'appréhende en même temps cognitivement, en même temps émotionnellement. Est-ce que je vais y arriver par... Tout ça, c'est très, très mêlé, avec des valences différentes qu'on n'arrive pas à évaluer. On est après dans une granularité qui nous empêche de les distinguer, mais disons qu'il y a ces deux dimensions-là qui sont extrêmement intriquées. Alors pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, l'empathie émotionnelle, c'est essayer de ressentir ce que ressent l'autre sans se mettre à sa place non plus, sans être complètement à sa place. Et les émotions, ça peut être aussi le sentiment. Un certain nombre de chercheurs s'accordent à dire que les sentiments s'installent dans la durée, l'émotion, elle est immédiate. Donc il y a un phénomène, ce que dit l'enseignant peut générer une émotion et puis se transformer au bout de quelques heures, quelques jours, dans un sentiment qui s'installe, qui n'est pas forcément le même. La dernière recherche montre souvent, en fait, montre souvent ces éléments-là qui sont issus de la dernière recherche que j'ai menée avant de quitter La Réunion en début 2014 et j'ai publié en 2016. Donc c'est sur les dérapages verbaux qui sont extraits des entretiens, enfin pas des entretiens, mais des récits que m'ont fait 265 étudiants de master au sujet de la relation pédagogique qu'ils ont soit vécu ou observé chez des élèves, s'agissant des dérapages verbaux. Et donc j'ai extrait cela de ces 265 récits. Il y a 10 catégories, là vous voyez les 4 premières. C'est des paroles qui ont marqué ces étudiants. Donc on peut appeler ça des dérapages parce que quand on est enseignant, c'est un métier difficile. Il ne s'agit pas de blâmer les enseignants, mais de se dire qu'il y a des enseignants qui dérapent, des fois rarement, puis d'autres beaucoup plus fréquemment, ou d'autres pour lesquels ça devient une habitude, quoi. Et alors, ça a beaucoup progressé, hein, en 30-40 ans, énormément. Mais il y a encore, vous voyez, des prédictions négatives sur l'avenir de l'élève, des jugements de valeur négatifs sur la personne. On peut juger négativement la production, et c'est même un devoir que de dire, mais là, ça ne va pas. Hein, donc, ou ce que tu dis n'est pas acceptable, ton comportement n'est pas acceptable. Mais juger la personne, voilà, les moqueries, l'humour, c'est pas tout à fait la même chose, les moqueries et l'humour, et qui peuvent avoir des effets extrêmement déstabilisants. Les critiques acerbes vis-à-vis des élèves. Et puis les 6 autres catégories, les stigmatisations, les enfants qui sont stigmatisés pour multiples raisons, les prises à témoin, les insultes, les menaces, les comparaisons et associations et les marques d'impatience. Voilà. Donc j'imagine que ça résonne avec des choses que vous avez entendues, donc vous pourriez très bien me dire, mais alors moi aussi j'ai été l'objet de remarques et alors je m'en suis bien remis, donc est-ce qu'il y a vraiment un problème? On s'en remet. Ben, le problème, c'est que nous ne sommes pas représentatifs, c'est toujours la même raison, quoi. Nous ne sommes pas représentatifs de ce que sont majoritairement nos élèves. C'est-à-dire nous sommes beaucoup plus résilients, donc capacité à rebondir qui est beaucoup plus forte que les élèves massivement les plus vulnérables, c'est-à-dire 50 à 70% de nos élèves. On verra après-demain comment on catégorise tout ça. Et donc, du coup, il y a des élèves. Alors, c'est ça qui est très curieux, c'est que pour la même remarque, quand on dit je vais te secouer, tu vas comprendre, il y a des élèves qui, ça ne va pas faire grand-chose. Le voisin, pour lui, ça va terriblement le déstabiliser. Et ça, c'est pour des affaires de personnalité, surtout d'histoire personnelle. Dans une famille où il y a énormément de respect dans la communication, l'élève qui fait l'objet d'une marque d'irrespect va très mal le vivre, alors que dans une famille où il y a beaucoup de violence verbale ordinaire, eh bien, l'élève ne va pas être marqué. Quand on regarde après dans les verbatims, les émotions qui sont convoquées par l'analyse, parce que dans une deuxième partie de ce qu'ils écrivaient, les étudiants, ils devaient faire l'analyse, donc ils parlaient de leurs émotions, et on voit que c'est beaucoup la justice, l'humiliation, l'impuissance et la peur qui sont régulièrement convoquées, avec notamment en tête l'injustice. Et ça, on le retrouve dans de nombreux travaux de recherche.
On voit toujours ces catégories-là. Et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les ouvrages de Lise Bourbeau, qui a beaucoup médiatisé ce qu'on appelle les émotions destructrices dans les années 90, début des années 2000, avec son ouvrage Les 5 émotions destructrices. Et donc, elle dit qu'il y a 5 émotions qui sont destructrices pour la nature humaine. On peut les retenir avec le mot trahi, le T de trahison. Alors là, il n'y a pas d'émotion trahison, ça n'apparaît pas. Si, à la fin, 0,7%. Le R, le rejet. Alors là, le rejet apparaît un petit peu plus haut. Le A, l'abandon, ça apparaît encore. Alors ici, est-ce que ça apparaît? L'abandon n'apparaît pas ici. Le H, l'humiliation. Alors, l'école, c'est fréquent. Et le I, l'injustice. Donc, dans ces 5 émotions destructrices, dans l'histoire et dans l'enfance de beaucoup d'êtres humains, ce sont ces émotions qui vraiment viennent briser des liens forts établis entre le père ou la mère, entre l'enseignant ou l'élève. Et donc, la question du lien, Boris Cyrulnik a écrit un ouvrage sur le lien qui est extrêmement intéressant. Il montre que le lien est fondateur de la stabilité émotionnelle, de l'estime de soi. Et ces émotions-là, notamment l'humiliation et l'injustice ici, et c'est les 2 premières qu'on retrouve dans ces 5 émotions, sont extrêmement destructrices. Moi, j'ai été un élève qui a été humilié. Je commence à le raconter, à pouvoir assumer maintenant de le raconter. Et on met beaucoup d'années, une trentaine d'années pour se reconstruire à peu près. Pour moi, ça a été ça. Et avec un travail sur soi. Il y a beaucoup de personnes qui, pour avoir fait des entretiens sur les chantiers, par exemple, vous allez avoir des ouvriers qui vont vous dire que pour eux, voilà, ils vous disent clairement, mais moi, en octobre, en CP, c'était terminé. Je savais que je ne pourrais pas apprendre à lire, le maître m'avait dit, mais toi, tu es un bon à rien, etc. Donc des humiliations, des choses vécues durement, et des gens qui n'ont pas eu la force ou la volonté, le pouvoir, la possibilité, les conditions pour pouvoir se reconstruire par rapport à une histoire scolaire, une histoire de vie qui les a brisés. Or, ça concerne énormément d'enfants, et de moins en moins quand même, mais encore beaucoup. Donc j'y reviendrai demain sur cette notion de vulnérabilité. Les injustices, les enfants les conscientisent beaucoup plus, mais elles sont quand même moins destructrices que les humiliations. Si le sujet des humiliations vous intéresse, vous pouvez lire les travaux de Pierre Merle, qui est un sociologue de l'Université de Rennes, qui a été le premier vraiment à écrire sur les humiliations. Et c'est véritablement un piétinement de la dignité de l'enfant. Il faut sans doute les vivre pour se rendre compte de ce que c'est. Alors la nature humaine est faite de telle manière que, vous connaissez le phénomène d'amnésie traumatique, donc on peut très bien l'avoir complètement oublié. L'amnésie traumatique, c'est un phénomène par lequel, quand on a une émotion trop forte, le corps va couper la mémoire de l'événement vécu. Donc il coupe la mémoire, il coupe 1 heure ou le lendemain ou quelques heures après. L'élève se réveille où il ne se souvient plus trop de ce qu'il a vécu, il s'en souvient partiellement. Et puis au détour de quelques années, voire quelques dizaines d'années après, ressurgit la conscience. Moi, c'est ce qui m'arrive. Les conséquences de tout cela, c'est que ça vient induire un phénomène de stress, de peur, d'angoisse, de prendre la parole, d'aller à l'école. C'est ce que j'ai vécu pendant des années. La peur tous les matins, la peur au ventre d'aller à l'école. Et voilà. Le repli sur soi, le rejet de la matière, la démotivation. Et le phénomène de survie, l'enfant qui est en survie constamment. Et alors plus ou moins, il y a toute l'échelle des possibles. Vous avez des enfants qui sont mal qu'en maths, qui vont être mal. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis ici, mais j'ai fait aussi une catégorie sur les disciplines vécues, les événements vécus sur les disciplines. C'est en maths qu'il y a le plus d'événements. Ensuite, c'est en français. Après, c'est en langue vivante. Et après, dans d'autres disciplines. Mais les 3 premières, c'est en fait des langages. Maths, français et langue vivante, ce sont des langages. Et en maths, beaucoup pour des tas de phénomènes. J'ai essayé de rencontrer pas mal de chercheurs pour essayer de comprendre pourquoi en maths, il y avait plus de violences pédagogiques ordinaires et de dérapages verbaux. Il y a pas mal d'explications, mais il n'y a pas vraiment de travaux de recherche sur ce sujet-là, pour l'instant, à ma connaissance. C'était la Baruch qui avait commencé un peu à écrire là-dessus.
à l'université de Melbourne. Et donc, on voit qu'il y a principalement 6 à 7 critères qui sont des facteurs de réussite scolaire, dont les deux premiers, enfin même on peut dire les 3 premiers, non plutôt les 2 premiers, excusez-moi, qui sont des facteurs qui ont une dimension relationnelle. Le feedback par l'enseignant, qui est le premier des facteurs, la qualité du feedback. Quand on parle de feedback, c'est le feedback surtout centré sur la tâche et non pas sur la personne. Donc là, on a auditionné au conseil scientifique pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Et on s'est rendu compte qu'en faisant des tas d'expérimentations, quand le feedback il est centré sur la tâche, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'évaluation formative, pendant que l'enseignant fait du feedback sur ce que l'élève est en train de faire, sur sa méthodologie ou sur ses résultats intermédiaires, c'est beaucoup plus efficace que quand on lui dit « oui, c'est très bien, continue ». Le « oui, c'est très bien, continue » a d'efficacité que quand c'est à la fin du travail. Pendant l'activité, ça n'a pas d'effet positif. Alors qu'intuitivement, c'est contre-intuitif de dire cela. On aurait tendance à croire que d'encourager pendant la tâche, ça a vraiment de l'impact. Ça a de l'impact surtout quand on encourage à la fin ou au début de la tâche, pas pendant la tâche. Le pendant la tâche, c'est sur la méthodologie. Alors cette question du feedback, elle est centrale, parce qu'on va la retrouver beaucoup, parce que c'est quand même le premier des facteurs. Vous avez vu là, ici, le deuxième facteur, c'est la confiance. La confiance est extrêmement importante, puisque que ce soit dans la relation éducative entre un enfant et un parent, ou entre un élève et son professeur, la confiance est véritablement une très grande vertu, très très grande vertu. Parce que dans confiance, il y a se fier à. Donc l'enseignant qui montre qu'il peut se fier à l'enfant, qui peut en tout cas miser sur l'enfant dans sa capacité à appréhender le nouveau et à trouver une solution. Et quelque part, la confiance est adossée au concept d'éducabilité. Un enfant à qui on fait confiance, c'est un enfant qu'on considère comme éducable. Alors, tous les enfants sont éducables. On vient lui signifier que toi, tu vas y arriver, tu peux grandir. Je te fais confiance. La confiance, c'est comme l'amour. Hein. Ça n'a de valeur et de signification, surtout qu'à travers les signes, que ce soit dans la relation amoureuse ou dans la relation éducative. Bien sûr, le déclarer est une chose, mais ce sont surtout les signes qui sont porteurs, qui sont signifiants. Et dans la confiance dans la relation éducative, c'est extrêmement important que ce ne soit pas dissonant. L'enseignant qui montre qu'il fait confiance, puis finalement qui prend une autre décision, qui montre qu'il n'a pas confiance, cette dissonance peut briser la confiance qui a mis parfois des mois à se construire. Quand un enfant a été maltraité par un précédent enseignant, il va falloir beaucoup de mois pour reconstruire de la confiance. Cette confiance se construit à travers des signes, des petits signes, notamment le fait de donner des responsabilités, de donner du temps, de respecter le rythme. Prends ton temps, je suis sûr que tu vas y arriver. Voilà un petit signe de confiance. Il y a beaucoup de petits signes. Moi, ce que je déplore un peu ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup convoqué la notion, quitte à la dévoyer, et que malheureusement, on n'a pas beaucoup donné de clés aux enseignants sur ce qu'est la confiance. Alors, je suis allé chercher dans la littérature. Il n'y a malheureusement pas un bon livre sur la confiance. Je n'en ai jamais trouvé. Il y a des chercheurs qui ont écrit dessus, mais il n'y a pas grand-chose de directement opérationnel. Il y a un inspecteur général qui a écrit sur la confiance en faisant l'analyse de la confiance dans la Bible, je crois. C'est un inspecteur général qui a publié sur ce sujet-là. Mais il n'y a pas grand-chose sur la pédagogie. À l'intérieur d'une séance ou d'une heure de cours, il y a différents moments. Et il y a des moments, ce que certains chercheurs appellent des moments pédagogiques. Il y a 3 grands moments délicats qui reviennent régulièrement dans l'exercice du métier d'enseignant. 3 moments délicats qui reviennent, qui sont des moments où il faut faire preuve d'attention, d'éthique. Ces 3 moments, ils sont susceptibles de générer du mal-être, notamment. C'est les moments délicats dans la relation où il peut y avoir très vite du mal-être de la part de l'élève, et auquel l'enseignant doit être particulièrement attentif sur le plan de la relation. Ces 3 moments, c'est tout d'abord, le premier de ces moments, c'est le moment où l'élève il résiste à l'enseignant. Quand l'élève il résiste, il est parce qu'il n'a pas envie de travailler, soit parce qu'il a des difficultés. Il a des difficultés, donc soit il demande de l'aide, mais en tout cas, pour l'enseignant,
C'est un moment délicat. Parce que là, on voit des différences considérables entre les enseignants, voir ceux qui aident pas, ceux qui vont trouver les mots pour aider sur le plan relationnel. Donc ça, c'est extrêmement... quand on va dans la classe, certains d'entre vous sont conseillers pédagogiques ou inspecteurs, vous savez, vous avez l'habitude, vous voyez dans ces moments délicats, tac, que fait l'enseignant là? Il laisse faire ou pas? Il va aider ou pas? Comment il aide? Qu'est-ce qu'il utilise comme levier? Est-ce qu'il se penche? Il regarde ce qu'a fait l'élève? Voilà. Donc la manière dont on accompagne une résistance, une difficulté, sur le plan de la relation pédagogique, est extrêmement différent selon les enseignants. Et ça, par exemple, ça devrait être quelque chose auquel on devrait vraiment former. Et je sais qu'il y a déjà dans beaucoup d'INSPI, on réfléchit là-dessus, sur ce qu'on appelle la différenciation. Deuxième moment important, c'est le moment de l'évaluation. Mais dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire avant, comment l'enseignant parle de l'évaluation avant, comment il en parle pendant, et comment il en parle après quand il rend les copies. Donc tout ce qui environne l'évaluation, maintenant on a beaucoup de données. Alors là, c'est un domaine en sciences d'éducation qui a été énormément travaillé. Jean-Marie Dequetel en Belgique, principalement. Charles Hadji en France, c'est les grands, et Astolfi, c'est les trois grands chercheurs jusque dans les années 2000-2010 qui avaient vraiment déjà complètement trouvé l'essentiel déjà sur le sujet. Depuis, on a progressé encore un peu, mais bon, on sait globalement que l'évaluation, on appelle ça un analyseur du métier. On peut juger quasiment le niveau de performance et de compétence de quelqu'un rien qu'en allant voir la manière dont il évalue, dont il présente les évaluations, dont il les met en œuvre et dont il les exploite, et il les présente à ses élèves en termes de rendu. Donc c'est un sujet extrêmement sensible, parce qu'en fait, l'évaluation, quand on évalue l'élève, on évalue beaucoup plus que l'élève ou ce qu'il a produit. On évalue souvent la personne, comment elle se comporte. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Et l'évaluation est un moyen de pression et de pouvoir, d'influence sur l'élève, qui est souvent utilisé de manière un peu excessive, quoi. Ce n'est pas suffisamment un objet qui permet à l'élève de s'améliorer, mais quelque chose qui permet vraiment de contrôler, de sélectionner. Donc c'est un outil très puissant, un process très puissant. Et il faut savoir que c'est assez récent, l'évaluation. Moi, je me souviens, jeune adolescent, ma mère était institutrice, et je me souviens le mercredi après-midi, quand elle préparait sa classe, et elle me disait, elle était conseillère pédagogique à l'époque, ou maîtresse d'application, comme on disait, et elle m'avait dit, c'est maintenant, on commence à parler d'évaluation. C'est-à-dire qu'avant, le concept d'évaluation dans les années 60, 70, n'était pas encore entré vraiment pleinement dans... il a dû arriver dans les années 60, à la fin des années 60, ouais. Fin des années 60, début des années 70, vraiment. Donc c'est assez récent, quoi. Avant, on parlait de contrôle. Je vais donner des contrôles et des devoirs. Donc c'est-à-dire qu'en l'évaluation, c'est un processus. Devoir ou contrôle, c'est pas vraiment un processus. Et donc on a commencé à réfléchir sur le processus d'évaluation. Donc il y aurait énormément à dire là-dessus, mais du coup, dans la relation que va avoir l'enseignant avec l'élève, dans ces moments-là, est extrêmement importante. Vous avez des enseignants qui préviennent, qui sécurisent, qui rassurent, qui sont transparents, et qui du coup sont beaucoup plus, donnent un enseignement plus confortable et plus rassurant pour l'élève par rapport à ceux qui s'en servent comme évaluation surprise, comme pour faire peur aux élèves, pour exercer du pouvoir, pour contrôler, parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre ou qu'ils n'ont peut-être pas cherché non plus, parce qu'ils reproduisent des modèles qu'ils ont connus en tant qu'élèves. L'exercice de l'autorité, ce sont des moments, parfois ça peut durer ou ça se répète beaucoup dans des classes qu'on ne contrôle pas. Donc c'est des moments aussi pour la relation qui mettent à l'épreuve beaucoup l'enseignant. Et l'exercice de l'autorité, c'est quelque chose qui peut être très naturel pour certaines personnes, parce qu'elles ont un tel charisme, une voix, la manière de, comme je vous disais, de s'exprimer, une présence, un ancrage. Et pour d'autres, c'est vraiment très difficile. Alors après, ça dépend beaucoup des classes. Et quand on est chef d'établissement ou inspecteur, on sait que telle classe qui est difficile, il n'y a pas de problème avec Madame Intel. Par contre, avec Madame Intel, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a bien des questions liées à la personnalité et aux compétences. Alors sur la...
Alors, en classe, si on revient à cette autorité, les facteurs de l'autorité, notamment, il faut distinguer qu'il y a deux grands types d'autorité. Il y a l'autorité immédiate, c'est celle quand des élèves font un peu de bruit, hop, on va élever le ton de la voix pour surseoir à la violence, surseoir à essayer de séparer les enfants ou de calmer. Donc ça, c'est l'autorité immédiate. Donc cette autorité immédiate, elle peut des fois se manifester par notamment la voix, mais c'est beaucoup, ce qui fait la puissance de l'autorité immédiate, c'est la détermination, le fait que l'enfant sente qu'on est déterminé, qu'on ne cédera pas. Donc ça, c'est les toutes premières expériences que vit l'enfant quand il a un nouveau professeur. Il va pas forcément volontairement tester, mais il va quand même tester. Il va s'apercevoir que tout de suite, il va caler, il va voir inconsciemment si le professeur a de l'autorité ou pas. La sérénité, donc quelqu'un qui est très serein, qui est déterminé, et en plus, qui est en plus assertif, ça veut dire qu'il est capable avec une certaine neutralité émotionnelle, de dire ce qu'il va faire, et puis ensuite de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait, eh bien ça vraiment compose l'autorité. Le positionnement dans l'espace, d'être sûr, d'être bien ancré, ça aide énormément. C'est comme ça qu'on voit des jeunes femmes qui mesurent 1m50 avoir plus d'autorité qu'un colosse 1m90 ou 2 mètres. Ça, je l'ai bien vu plusieurs fois. C'est assez impressionnant. Et ça fonctionne bien sur ces leviers-là. À moyen terme et à long terme, l'autorité est d'une autre nature. C'est-à-dire, et ça s'observe très bien chez les personnels de direction. Personnels de direction qui embrassent la fonction au début, croyant que l'exercice de l'autorité, c'est à travers une voix forte, une présence, des décisions, voilà, l'exercice véritablement vertical de l'autorité. Non. Pour un chef d'établissement, tout comme un enseignant dans sa classe, c'est en étant au service de l'autre, et en essayant de satisfaire les besoins et les attentes au maximum, surtout s'ils sont légitimes, en donnant du sens, en essayant de motiver que l'on va construire sa capacité à être respecté par les élèves. Et aussi en fixant un cadre, une partie du cadre qui va être non négociable, à l'intérieur duquel on va pouvoir négocier éventuellement sur certains aspects. Mais il y a besoin d'avoir des limites fermes. Les enseignants qui ne fixent pas de cadre très clair sont insécurisants vis-à-vis notamment des élèves qui ont envie de travailler. Donc attention à cela. Il y a eu beaucoup de confusion sur ces sujets-là. Dans les chercheurs, c'est surtout Bruno Robe, R-O-2-B-E-S, qui est à mon avis le chercheur le plus avancé là-dessus. Il a travaillé beaucoup sur les pédagogies coopératives et l'autorité, les conseils d'élèves. Il est à l'université de Cergy. Construire et contractualiser la relation autour de 4 réciprocités. Ces dernières années, en réfléchissant sur la qualité de la relation, j'ai bien observé que dans la littérature, il y a des notions qui reviennent, et parfois dans un cadre de réciprocité. C'est le cas de la confiance. L'élève a besoin de confiance de la part de l'enseignant, et l'enseignant a besoin aussi de la confiance des élèves, que les élèves lui fassent confiance. Donc cette réciprocité autour de la confiance, ajoutée à une confiance mutuelle, à un respect mutuel, que l'enseignant cherche bien sûr à se faire respecter, c'est tout à fait normal, mais que l'élève soit respecté par l'enseignant, ça c'est un peu moins habituel, même si quand même beaucoup d'enseignants maintenant respectent véritablement les élèves sur tous les plans. L'écoute, les élèves ont aussi besoin d'écoute, même si l'enseignant, c'est bien normal qu'il demande de l'écoute. L'engagement mutuel, ça c'est une notion très intéressante qui permet de laisser de la place à ce qu'on appelle la co-responsabilité. L'élève, il a une part de sa responsabilité. On ne peut pas lui demander d'assumer pleinement son éducation, parce qu'il n'est pas encore autonome, il n'a pas la maturité. Mais par contre, on peut lui demander quand même, on lui faire comprendre que dans la contractualisation avec lui, progressive, s'il ne s'engage pas à minimum, on ne pourra pas tout faire à sa place. Il faut qu'il y mette du sien. Ça se discute. Donc on peut, vous verrez la dernière phrase que j'ai mise en conclusion de cette conférence, c'est la question de la part de l'autre. La part de l'autre. Quelle part tu mets, toi, dans le contrat que l'on a ensemble, qui est un contrat implicite très souvent. Mais quelle est ta part, quoi ? Tu dois aussi faire ta part, donner ta part pour pouvoir apprendre. Moi, ce n'est pas moi qui va te faire apprendre. Je vais créer les conditions pour que tu apprennes. C'est la définition même du verbe enseigner. Créer les conditions pour que l'autre apprenne. Alors, il y a une 5e réciprocité qui est un peu d'une autre nature. C'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, il n'apparaît pas ici, mais l'élève, il a le droit, c'est le principe même, c'est l'essence même de l'école, c'est un espace où on a le droit à l'erreur. L'élève a le droit à l'erreur, et l'enseignant doit signifier
qu'il a le droit à l'erreur. Ça doit être signifié. Ça ne l'est pas assez. C'est ce qui va créer les conditions de l'éducabilité. Il ne peut pas y avoir d'éducabilité vraiment légitime si l'élève n'a pas d'espace possible pour pouvoir commettre des erreurs. Donc du coup, il est en confiance pour s'aventurer dans l'inconnu. Et réciproquement, un enseignant à qui on ne tolère pas l'erreur ou qui n'est pas capable de s'excuser de ses propres erreurs, eh bien, alors cette réciprocité elle est complètement asymétrique, bien sûr, comme toutes les autres d'ailleurs. Mais l'enseignant aussi a le droit à l'erreur. Quand on est prof de maths, moi j'ai pas mal enseigné les maths pendant pas mal d'années, pas dans le champ de l'éducation nationale, mais dans le cadre d'associations. Et la première des choses en maths, c'est de reconnaître parfois qu'on commet des erreurs dans les résolutions d'équations, ça peut arriver, hein, etc., etc. Donc ça c'est essentiel parce qu'on ne perd pas d'autorité en reconnaissant ses erreurs ou en disant je ne sais pas. Alors si on le fait à tous les cours, on va peut-être perdre un peu d'autorité quand même là. Mais globalement, si on le fait de temps en temps, au contraire, on devient humain. Mais je ne sais pas toujours, je suis enseignant, mais du coup, on humanise la relation, on désacralise la relation un peu trop idéalisée qu'il peut y avoir entre l'enseignant et l'élève. Et à partir de ces travaux-là, j'ai créé plusieurs modèles de nomenclature successifs, et le dernier sur lequel je suis, dans lequel j'ai essayé de faire apparaître les différentes dimensions du bien-être, explique pourquoi il y a cette hiérarchie du plus fondamental jusqu'au plus élevé, qui est avec forcément une prise de risque, puisqu'il y a des enfants pour lesquels ça s'exprime un peu différemment eu égard à leur histoire. Mais globalement, on a quand même, plus je lis de rapports sur le sujet, plus ça confirme un peu ce que j'avais écrit. Ça ne me gêne pas de changer, de faire évoluer mon modèle, mais pour l'instant, j'en suis là. Donc j'ai mis en noir les besoins physiologiques, et le reste, c'est que des besoins psychologiques. Donc en noir, les besoins physiologiques. Cette diapo-là est extrêmement importante. Peut-être que là, on peut faire une petite traduction de ces besoins. Peut-être attendre que j'explique, peut-être. Voilà, j'explique, puis après, tu vas pouvoir traduire. Merci. Donc ces besoins physiologiques, alimentation, sommeil, activité physique, on pourrait ajouter le jeu aussi. Mais si vous voulez, un élève qui ne joue pas à l'école, c'est quand même un élève qui s'en sort très bien. On peut très bien ne pas jouer. Là, il faut comprendre que la notion de besoin, qui a été formalisée par des biologistes au départ, le besoin, c'est vraiment ce qui est vital, quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, la santé se dégrade, quoi, mentale ou physique. Donc, dans alimentation, sommeil, activité physique, il y a quelque chose de vraiment fondamental. On se rend compte maintenant sur la puissance de l'activité physique, quoi. Les élèves qui vont aller beaucoup, beaucoup mieux sur tous les plans. Par exemple, les Américains ont déjà prouvé depuis une vingtaine d'années les vertus antidépressives de l'activité physique chez les adultes. Il y a eu beaucoup de publications dans le Lancet sur ce sujet-là, donc qui montrent que quand même l'activité physique, le fait de marcher un minimum et de courir, ça a énormément d'impact sur le plan de l'organisme. Et chez un enfant a énormément besoin de bouger, d'une alimentation équilibrée, d'un sommeil suffisant. Sur le sommeil, c'est des travaux beaucoup plus récents. En France, c'est la pilote du GT11 du Conseil scientifique, Stéphanie Mazza, qui est vraiment, je dirais, celle qui a le plus travaillé sur ce sujet du sommeil et qui montre, par exemple, de manière très surprenante, qu'un élève peut vraiment améliorer ses résultats scolaires. En tout cas, on a des résultats très significatifs sur l'amélioration ce résultat scolaire lorsqu'il dort une demi-heure à 3/4 d'heure, 1 heure de plus par jour. Le deuxième besoin, qui est un besoin de... Alors, le plus important sur le plan psychologique, c'est le besoin d'être sécure dans la relation à l'adulte. Besoin que l'adulte rassure l'enfant, qu'il ne le mette pas en situation insécurisante. Et c'est lié à la confiance. On lui fait confiance s'il est rassurant, s'il est sécurisant. Donc ça, c'est extrêmement important dans la cellule familiale, et ça l'est beaucoup à l'école. Moi, j'ai eu un professeur en allemand qui était totalement insécurisant.
Il était très fort sur le plan didactique, mais il avait un ceinturon avec un H, et son nom commençait par un H. Alors il arrivait en cours comme ça, puis il jetait son carnet sur son bureau, et puis il prenait son carnet. Il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui avaient fait allemand, qui faisaient allemand renforcé, ceux qui faisaient latin. Alors il tournait sa page et on savait, d'un groupe à l'autre. Puis à un moment donné, il mettait une petite croix, puis il disait « vous là-bas ». Et là, pendant un quart d'heure, il interrogeait l'élève sur tous les verbes irréguliers depuis le début de l'année, sur tout ce qu'il fallait savoir, et piquant des colères si il y avait une petite chose qu'on ne savait pas. Donc résultat, il y avait des résultats positifs, c'est qu'on allait en cours d'allemand en ayant préparé, mais on était totalement insécurisé. Donc dans ceux qui étaient insécurisés, là je l'ai compris plus tard, mais il y avait deux grandes catégories. Il y avait ceux qui avaient suffisamment de résilience parce qu'ils en parlaient avec leurs parents ou qu'ils avaient une propension à pouvoir s'en sortir à peu près, ce qui était mon cas, en tout cas pour cette discipline qui était l'allemand. Je n'ai pas eu toujours de la résilience dans certaines autres disciplines, mais en allemand oui. Et donc on arrivait à supporter, puis en bossant ça sécurise aussi. Puis il y avait des élèves qui ont été complètement démontés, qui étaient des fois absents, et qui ont surtout arrêté l'allemand en fin de troisième, alors que pour un certain nombre d'entre nous, on parlait couramment l'allemand en fin de troisième. Ce qui m'a permis d'ailleurs de passer l'allemand au bac sans avoir rien fait de la seconde à la terminale. Et donc voilà pour la sécurité. Et en fait, la sécurité chez les professeurs, elle est fondée sur beaucoup l'imprévisibilité du comportement. Ce sont des adultes qui viennent jouer sur leur imprévisibilité, de manière parfois volontaire ou involontaire, mais qui en jouent en tout cas, et qui insécurisent les élèves comme cela. Il y a aussi de plus en plus d'enseignants qui sont extrêmement sécurisants. En maternelle, c'est incroyable ce qu'on peut voir de qualité à ce niveau-là, chez aussi les enseignants du cycle 1. Mais c'est vrai que en classe prépa, on a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, on en a encore, où beaucoup d'enseignants sont extrêmement élitistes, à juste titre, il faut pousser, mais qui ne comprennent pas que la meilleure façon de pousser un adolescent, c'est justement de lui montrer qu'il peut encore progresser et de ne pas forcément être d'une immense sévérité. Moi, en classe prépa, j'ai eu des profs qui étaient, à part un, très très sécurisants, et ça nous aidait beaucoup. Appartenance, respect, considération. Donc là, c'est vraiment une composante importante, c'est celle qui, la considération, c'est l'estime que l'adulte porte, les signes d'estime qu'il va donner ou montrer vis-à-vis de l'élève, le respect qui va être souvent associé. Un prof qui manifeste de la considération va encore plus respecter, mais malheureusement, c'est souvent ce qu'on observe. Et l'appartenance, c'est l'appartenance au groupe, le fait de se sentir un parmi les autres et de se sentir en adhésion, en reconnaissance. Donc ça touche beaucoup à l'identité. C'est pour ça que c'est un sentiment au deuxième rang sur le plan psychologique qui est très très important. L'élève qui se sent exclu, rejeté, abandonné, ça touche l'élève et ça peut vraiment le malmener. Derrière ce besoin-là, il y a un besoin dont on ne parle pas beaucoup, et qui est pourtant très manifeste et dont on parle dans certains pays, pas en France, que c'est un peu tabou, c'est le besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé par le professeur, que ressentent un certain nombre d'élèves qui savent dire à leurs parents des fois je vois bien que la prof d'espagnol m'aime bien ou que le prof d'histoire m'aime pas. Ils vont dire ça des fois parce qu'ils affectivent énormément la relation. Et ça pose des questions. Alors il y a eu une thèse de doctorat là-dessus, sur ce qu'on appelle l'amour compassionnel. J'ai plus le nom du chercheur qui a écrit là-dessus, qui continue à publier, et sur l'amour compassionnel à l'école. La notion ne me parle pas beaucoup, mais je sais que ça porte sur ce sujet. C'est un sujet de la plus haute importance, et ce qui m'a conduit notamment lorsque j'étais en train d'écrire mon premier livre sur la relation, en 2004 ou 2005, je ne me souviens plus. En écrivant, je m'étais rendu compte que dans les fiches que j'avais sur les enseignants, il y avait des enseignants qui ne cochaient pas toutes les cases au niveau de la qualité de la relation, et il y avait des cases qui... Je n'arrivais pas à trouver les facteurs pour lesquels certains enseignants avaient d'une efficacité. Et notamment, je me souviens d'une enseignante de CP qui était proche de la retraite. Les élèves restaient auprès d'elle à la récréation, ils ne la lâchaient pas, ils étaient attachés à elle. Et en fait, cette enseignante, elle enseignait avec son cœur, quoi. Elle enseignait avec ses tripes, elle aimait considérablement ses élèves, elle leur témoignait vraiment, et elle avait une forme d'affectivité très forte. Et du coup, je commençais à m'intéresser à ce sujet-là, et
J'ai mis 7 ans à écrire ce tout petit bouquin-là sur Enseigne avec ton cœur, qui était pour moi... Je n'arrivais pas à assumer en tant qu'universitaire à écrire un bouquin sur ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement sensible, mais qui, en fait, quelque part me rattrape, parce qu'il y a beaucoup de gens que je croise qui me parlent pas trop des autres bouquins, mais de ce petit bouquin-là, qui les a beaucoup marqués, parce qu'il dit des choses fortes. Il parle du réel de nombreux enseignants. Il y a des élèves, la majorité d'ici, que nous sommes d'anciens enseignants, il y a des élèves qui sont attachants. Et puis il y a des enseignants qui aiment tellement leur matière, aiment tellement les élèves, qu'ils enseignent avec cette dimension très forte. Et ils le montrent plus ou moins. Alors on m'a posé des questions, j'étais à Tours il y a 3 semaines ou un mois, là, où on m'a posé des questions, j'étais face à un groupe qui me posait la question des limites. Dans quelles limites on peut toucher, pas toucher les élèves, voilà. Il y a une question de curseur, et donc voilà, ça pose des questions, notamment chez les hommes. Chez les femmes, un peu moins. Mais chez les hommes, il y a ce sujet. Hein. Est-ce qu'on peut mettre sa main sur l'épaule d'un élève ou sur le bras d'un jeune qui ne va pas bien? Il y a toutes ces questions-là. Alors, vous voyez, sécurité, appartenance, ça c'est valable pour les adultes aussi dans une entreprise, dans la famille. Par contre, les autres besoins au-dessus, c'est pour ça que c'est pas la même chose, les besoins fondamentaux des élèves, des besoins fondamentaux des enfants. Justice, aide, temps, sens, motivation, ce sont des besoins spécifiques à l'école, enfin, surtout à l'école, disons. À l'école, il y a vraiment besoin de justice, c'est un besoin à fleur de peau des adolescents. Les adolescents qui ne vont pas bien, il y a beaucoup des besoins de sentiments d'injustice. Et d'ailleurs, on appelle ça un sentiment refuge ou un sentiment étendard ou un besoin étendard. Les élèves, vous les interrogez, ils vont vous dire c'est injuste, parce qu'ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Or, des fois, c'est un autre problème qu'il y a, ce n'est pas ce besoin-là. Et besoin d'aide et de temps, parce que l'école, elle a été conçue pour ça. Si on ne donne pas, on ne respecte pas les rythmes et qu'on ne laisse pas suffisamment d'aide et de temps aux élèves qui n'avancent pas au rythme qu'on attend, et ces élèves sont en souffrance parce que ça va trop vite. Hein, ils ont le besoin de temps, le besoin d'aide, le besoin de sens et de motivation, ça va résonner avec mon autre intervention juste après. Besoin d'estime de soi, qui est la composante centrale en psychologie. L'estime de soi, c'est cette composante avec laquelle on peut grandir, construire des projets, avancer dans la vie. Besoin d'écouter de dialogue parce que beaucoup d'enfants, ils nous l'ont dit encore ce matin, il y a un manque d'espace de parole dans les écoles, les collèges et les établissements. Vous avez vu les statistiques hier, il y a 60-70% des jeunes qui témoignent du fait qu'on manque, quand on a besoin de dire quelque chose, on n'a pas d'adulte à qui le dire, ou on n'ose pas aller vers un professeur ou un adulte. Besoin d'autonomie, qui est la grande finalité de l'éducation quand même, et là avec la réalisation de soi, la réalisation de soi, on n'en parle pas suffisamment, mais l'autonomie, tout le monde sait que dans le règne animal et dans la condition humaine, l'autonomie, élever son enfant, c'est pour le rendre autonome. Donc ça reste... et à l'école, l'autonomie, ça commence à l'école. La pédagogie de contrat, par exemple, c'est une pédagogie de l'autonomie, où l'élève, il va faire des contrats, il va tout seul se mettre au travail, aller au bout, progresser, trouver des solutions, et venir éventuellement voir le professeur pour être aidé. Donc c'est vraiment, l'autonomie, ça suppose une part de responsabilisation et, qui est minimale. Alors en face, chacun de ces besoins, il y a des leviers au sein de la famille et au sein de l'école pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, parmi lesquels on va beaucoup trouver la question en gras, ce sont les leviers les plus puissants, les feedbacks positifs, les signes de considération, très important. Le fait d'être disponible à l'enfant, de le soutenir. On va retrouver plusieurs fois la disponibilité, l'écoute, d'exercer son empathie. On a des leviers très puissants ici, on appelle ça des gestes éducatifs professionnels. Donc voilà pour cette diapo qui, pour moi, dit beaucoup de choses et sur lesquelles, si déjà tous nos enseignants, tous les parents étaient dans cette attention, on aurait un peu moins d'élèves en difficulté. On en aurait un petit peu moins, je pense, quand même, de manière très significative. Voilà. Il y a 3 principes fondateurs de la bienveillance. Cette très belle notion philosophique
le respect inconditionnel de chaque élève, respect inconditionnel de la personne de l'élève. On ne respecte pas inconditionnellement les comportements, on respecte inconditionnellement tout ce qui appartient à la personne, c'est-à-dire ses droits, ses émotions, ses besoins, sa personnalité, son parcours, son identité. Ça se respecte. Par contre, ses comportements, ce qu'il dit, il y a des moments où ça peut être remis en question, jugé, interrogé, questionné. L'acceptation actuelle des limites des compétences. On prend l'élève où il en est à l'instant T, on le prend là où il en est. Et la manifestation, la confiance manifestée, la considération positive, ça c'est des concepts de la philosophie humaniste américaine, Thomas Gordon, Carl Rogers. Prendre l'élève où il en est et en lui manifestant de la confiance de manière positive. Voilà maintenant sur la bienveillance active, j'approche de la fin. Lorsqu'on a écrit avec Aziz Jalab, coordonné un ouvrage sur le bien-être et la bienveillance, j'ai voulu essayer de donner plus de sens et de corps à la bienveillance en mettant en perspective bienveillance passive et bienveillance active. La bienveillance passive, c'est la bienveillance minimale que manifestent un certain nombre de personnes lorsqu'elles veillent justement et juste à ne pas blesser, à ne pas décourager, et évite de juger la personne, et elle laisse l'enfant, par exemple, se confronter seul à ses difficultés, au début, devant ou au fond de la classe, parce qu'il y a trop d'élèves en difficulté dans la classe, parfois. C'est une sorte de vigilance à s'abstenir de vouloir du mal. Par contre, on ne fait pas le maximum pour aider. C'est-à-dire on s'abstient de faire du mal, principalement. Alors que la bienveillance active, elle va, c'est de l'engagement et de la qualité dans les actes. C'est donc plus de présence, chercher à aider l'élève à s'auto-évaluer, des feedbacks positifs, des exigences adaptées, de l'empathie par rapport aux besoins, manifester de l'intérêt. Tout ça, c'est engageant, ça demande beaucoup d'énergie. Donc on le voit, c'est une exigence vis-à-vis de l'élève, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Alors pour terminer sur la bienveillance, il y a une chercheuse, Gwenola Reto, je l'ai présentée hier, qui a résumé les 5 expressions de la bienveillance à travers des travaux. C'est une thèse de doctorat qu'elle a soutenue et un ouvrage en 2019. Manifester l'intérêt à l'égard des élèves, prendre en compte leurs besoins, se soucier d'eux, ne pas s'appuyer sur les évaluations normées, ne pas s'appuyer que sur les évaluations normées, et manifester de la compréhension vis-à-vis des difficultés.